Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la modélisation de terrain dans OpenRoads Designer. Je vous remercie de votre présence. J'ai affiché donc la petite diapositive vous rappelant donc les différentes interactions qui vous sont possibles pour les nouveaux à ce système de partage ON24. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est donc la modélisation de terrain avec OpenRoads Designer. C'est un sujet assez vaste puisque OpenRoads Designer, comme la plupart des logiciels de modélisation d'infrastructure, en fait, on part d'une surface existante et on crée une surface projet. On édite des surfaces, même si aujourd'hui maintenant on édite aussi des composants BIM. Mais c'est un sujet donc important dans la modélisation avec OpenRoads. Les différents thèmes que l'on va aborder dans l'heure qui suit sont d'abord de présenter quels sont les différents types et formats de modèles de terrain que l'on peut modéliser dans OpenRoads Designer, pour voir ensuite les différents outils et méthodes de création en se concentrant d'abord sur l'existant, puis sur la partie plus projet, et enfin voir quelques informations sur l'exploitation de ces terrains à l'intérieur d'OpenRoads Designer. Et bien sûr, la séance de questions-réponses qui est essentielle pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de cette session. Alors, donc les terrains dans OpenRoads Designer permettent de modéliser l'existant. Là, j'ai mis une copie d'écran d'OpenRoads Designer. On voit un projet routier au milieu. Il y a une bande étroite autour de ce projet qui a été réalisé en levée par drone, grâce au drone Topcon, dont j'ai extrait le sol et qui sert de base donc au projet d'autoroute. Et l'environnement plus large, lui, je l'ai généré à partir de données Internet en récupérant donc les données d'altimétrie de type SRTM, et l'imagerie, elle, vient de Big Maps. Donc, on peut travailler à différentes échelles avec OpenRoads. Ok. Donc, donc les terrains dans OpenRoads Designer, on a différents types d'objets qui permettent de représenter ces terrains. Et en premier lieu, ce sont donc les objets terrains qui sont stockés dans le fichier DGN et qui correspondent qui sont des triangulations classiques de Delaunay qu'on utilise dans le domaine des infrastructures depuis quelques dizaines d'années, et qui sont donc des surfaces 2D et demi, puisque en un XY, on a un seul Z. Donc, ce sont des types d'objets qui sont tout à fait adaptés pour modéliser des terrains, je dirais jusqu'à une taille de 10 millions de points, jusqu'à un fichier qui va faire peut-être un gigaoctet. Au-delà, on pourra toujours charger ces terrains, mais à ce moment-là, il sera conseillé de ne pas afficher les triangles, de n'afficher que sa frontière, et d'accepter des temps de chargement un peu allongés, à moins de travailler avec des disques durs SSD. Donc, OpenRoads Designer est une plateforme 64 bits qui gère plusieurs gigaoctets de mémoire. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après, c'est plus un problème de temps de chargement et de manipulation. Quand on dépasse ces limites d'à peu près 10 millions de points et un gigaoctet, à ce moment-là, on peut utiliser donc des maillages à échelle variable. Et il y a deux types de maillages à échelle variable qui sont exploitables dans OpenRoads. Historiquement, il y a eu les objets STM, Scalable Terrain Mesh, qui sont des objets mis en référence, toujours 2D et demi, et donc qui permettent de se raffranchir de cette limite de taille. Donc pour illustrer les performances des STM, on change d'endroit et on va dans le Golfe Persique, au Koweït, puisque j'avais eu une démonstration à faire à cet endroit-là, et donc j'avais téléchargé tout le modèle numérique de terrain du Koweït, donc ça fait à peu près 190 km dans les deux sens. Et
numérique là, donc je vais zoomer un peu plus rapidement. Donc on a l'intégralité du modèle numérique de terrain. Et voilà, donc les dalles font à peu près 30 mètres. Voilà, donc avec une fluidité d'affichage et de mouvement assez appréciable. Et le STM fait 500 mégas. Voilà donc pour les STM. Mais ces STM maintenant ont été complétés dans la gamme par des objets de type 3SM issus donc du logiciel Context Capture, qui permettent de représenter donc des objets à la fois 2D et demi comme des terrains ou 3D, et qui offrent des performances d'affichage et de chargement extrêmement hautes. Donc je ne me lasse pas à chaque fois de montrer ces types de modèles et de les utiliser dans les différents projets et démonstrations et formations que j'ai à faire, car ce sont vraiment des objets très très performants et qui sont amenés d'ailleurs à venir remplacer les modèles de terrain classiques, puisqu'on peut calculer des entrées en terre sur ces objets 3SM. Et on peut d'ailleurs en extraire le sol, comme on le verra dans quelques minutes. Si on revient au modèle de terrain classique, et en termes de création de modèles de terrain, on a vraiment toute une palette d'outils qui permettent de générer ces modèles de terrain à l'intérieur d'OpenRoads Designer. Donc depuis l'importation de levées classiques, donc des théodolites et des extraits de station totale par le module levé. On peut aussi importer bien sûr du LandXML et bientôt de l'IFC. Au niveau des types de formats que l'on peut importer, j'ai fait une copie d'écran des différents formats, donc vous voyez qu'on a une assez large gamme de possibilités. Et si vous avez des fichiers qui ne sont pas à ce format-là, à ce moment-là, on a un outil, un assistant d'import qui vous permet donc d'assigner des colonnes X, Y, Z à partir de n'importe quel fichier texte. Ça, donc, ce sont pour des données 3D, mais même encore aujourd'hui, en 2020, on me demande de récupérer des fichiers 2D. Hein, on a encore des masses de données sous ce format. Et donc, on peut à la fois lire les textes, mais aussi extraire donc des points 3D à partir de points 2D en lisant le Z qui serait en attribut du texte. On va voir un exemple de cette manipulation-là. On peut bien sûr aussi récupérer les données LIDAR avec des options de filtrage pour éliminer, pour trier le bon grain à livrer et ne garder dans ces points que les informations utiles. Puisque dans un LIDAR, même dans une zone plate, vous aurez des points à la maille initiale du LIDAR. Et grâce à l'outil d'importation d'OpenRoads, on pourra filtrer ces points. On pourra bien sûr également générer des modèles de terrain à partir des nuages de points et de maillage de réalité, donc passer de la 3D à la 2D et demi, puisque c'est ce qui nous intéresse principalement en termes de modélisation de route. Et bien sûr, je le citais en dernier, mais on peut importer des objets 3D, que ce soit des points, des lignes de rupture, des courbes de niveau et des vides. Mais bon, ça, je pense que vous le saviez déjà, et c'est pas une nouveauté dans des outils tels qu'OpenRoads. Ce que j'ai prévu de vous montrer maintenant, c'est la création de modèles de terrain à partir de données de... Nous allons voir maintenant la démarche pour extraire un modèle numérique de terrain à partir de données de 2D, et en particulier dans le cas où on a des points cotés qui sont représentés dans AutoCAD comme des blocs avec attributs et qui du coup dans le monde Mentes sont transformés en cellules partagées associées à des types d'éléments, puisqu'on unifie les données attributaires grâce au type d'éléments. Et on va pouvoir récupérer la donnée altimétrique depuis ce champ. Donc en fait, on va dans un premier temps générer un rapport qui va récupérer les coordonnées XY de la cellule et les associer aux Z issus du champ. C'est parti.
Donc j'ai déjà créé le rapport dans ce fichier. Il suffit de mettre le fichier DGN ou DWG. Donc là, pour des soucis pratiques, je l'ai transformé en DGN, mais ça fonctionnerait aussi avec un fichier AutoCAD. Et ensuite de venir donc charger ce rapport. Voilà, donc le rapport est chargé. Maintenant, on peut générer un aperçu. On récupère donc bien les coordonnées X, Y et l'altimétrie. Et on va pouvoir exporter ces données sous forme de fichier CSV. Alors, je vais écraser le fichier que j'avais déjà créé. On en a fini pour les rapports. Et maintenant, on va venir importer ce fichier-là via l'outil de création de modèles numériques de terrain à partir de fichiers ASCII. Donc, on prend le fichier ASCII qu'on vient de créer, hein, c'est bien topo, c'est celui que je viens de créer à l'instant. Et ensuite, on a un assistant d'importation de texte. On va pouvoir lui dire de filtrer la première colonne, puisque la première ligne, pardon, si je mets 1, avec la première ligne, il y a l'indication du type de champ, donc ça, on ne veut pas l'importer, donc on commence l'importation à la ligne 2. Ensuite, on dit que les virgules sont des séparateurs, et on vient ensuite assigner les différents champs X, Y et Z. Et voilà, donc terminé. Donc ça c'est parti. On peut enregistrer ces spécifications-là dans un fichier. Ici. Et ensuite on a l'écran classique de caractérisation du modèle numérique des terrains que l'on veut créer, la définition d'objet, est-ce que l'on fait une reprojection ou pas. Donc là j'ai pas assigné le système de coordonnées. Bref, les différents paramètres liés au modèle numérique de terrain. On va apparaître donc le modèle numérique de terrain où on a bien récupéré. Ah oui, je ne me mets pas en vue en rotation de vue parce que il y a beaucoup d'éléments qui sont c'est en 2D, donc alors le modèle vite en 3D. Et on récupère bien donc un modèle numérique de terrain qui passe par les points. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que alors là, pourquoi on a des triangles qui dépassent, on va venir vérifier ça. C'est peut-être dans les options, dans le méthode de calcul des triangles extérieurs. Donc on va réduire cette valeur-là et on s'aperçoit qu'il y a, il y a des points qui n'auraient visiblement pas dû être inclus dans le levé. Mais c'est pas gênant puisqu'on va pouvoir éditer le modèle de terrain en venant supprimer des points. Voilà, donc là ça a l'air bon. Ensuite, ah oui, là il y a des points qui ont été associés alors qu'ils ne devraient pas trop l'être. Celui-là aussi, a priori. Et cela. Alors, est-ce qu'il en reste? Oui, par là. Donc, tous les détails ont été cotés avec les mêmes types de points. Et voilà, donc il y a un petit travail de nettoyage, mais forcément, c'est lié au type aux données que l'on a. Et ensuite, donc, si je fais une petite rotation de vue, donc on est sur un fichier typique, il y a des cotes un peu partout. Donc ça c'est le niveau 0, ça c'est le niveau réel, et ça c'est le niveau aléatoire. Voilà, donc on retrouve le modèle numérique de terrain, et si l'on souhaite, on pourrait rajouter les courbes de niveau, sachant que donc les courbes de niveau, a priori, elles ont été extraites du maillage, donc elles ne représentent aucun intérêt en termes de modélisation, mais on pourrait très bien les sélectionner et les ajouter. Donc je suis pas trop dans mes habitudes, mais pour vous
montrer comment ça marche. Là, j'en sélectionne quelques-unes. Et on fait ajouter objet, type courbe de niveau, contour, à ce modèle de terrain, et j'accepte les courbes de niveau du type contour. Et on voit aussitôt donc que les courbes de niveau sont ajoutées. Alors, le défaut de cette méthode, quand on ajoute les courbes de niveau de cette façon-là, c'est que ça crée des points très denses. Ça fait des triangles très petits, alors qu'en fait, on rajoute un minimum d'informations. Et donc, il y a un paramètre dans OpenRoads pour éviter ce genre de problème. Et donc, si j'ouvre le fichier de configuration du workspace, là, FR standard, donc vous avez des paramètres de terrain. Et vous voyez qu'on peut, alors c'est désactivé par défaut, mais si j'enlève ces petits dièses, à ce moment-là, donc, on va appliquer un filtre de tolérance pour permettre d'éviter d'avoir des triangles exagérément petits. Donc là, je sais pas quelle est la tolérance de CordArt qui a été appliquée. Ouais, ça fait 30 cm. Donc bon. À l'échelle du fichier, c'est pas idiot, mais vous imaginez si vous avez 60 km comme ça va faire un peu lourd. Dans ce cas-là, vous pouvez agir sur ces variables donc pour accorder l'échelle des triangles et du modèle numérique de terrain à l'échelle de qualité des données sources. Mais donc, pour revenir sur le sujet initial, hein, donc on a vu aussi comment récupérer des points cotés lorsqu'ils étaient en 2D. Grâce donc, je récapitule, on a fait un rapport. Et ensuite, on a utilisé la méthode créer modèle de terrain à partir de fichiers ASCII. Pour générer un modèle numérique de terrain, quand on n'a que des textes 2D, on va pouvoir utiliser un outil spécifique dédié à cela. Donc depuis les méthodes supplémentaires, on peut utiliser l'outil créé par interpolation de texte. On va devoir définir deux filtres. Un premier filtre qui correspond au texte, dans lequel donc on a récupéré juste le niveau en fait sur lequel se situent ces textes, donc le niveau topo alt. Et on doit créer, c'est comme ça, un filtre que j'ai appelé rien, qui correspondrait éventuellement aux lignes de rupture, mais là on n'en a pas, qui vient chercher quelque chose d'introuvable. Donc j'ai juste fait la même couleur 189 qui n'existe pas dans le fichier. Donc on a des filtres. Et en particulier surtout le filtre qui va désigner le niveau des textes que l'on recherche. Ensuite donc on va pouvoir lancer la commande et venir demander à rechercher le filtre de texte et le filtre des lignes qui est là juste pour que la commande fonctionne. On coche inclure les textes comme semi de points, puisqu'on ne veut pas sélectionner que des points mais aussi des textes. On peut cliquer sur aperçu de façon à s'assurer des objets qui seront pris en compte. Et ensuite, on lance la commande. Donc, hop. Voilà, donc du coup, voilà, on obtient le modèle numérique de terrain. Donc là, les couleurs sont un peu pâles sur cet écran, peut-être parce que la transparence. Voilà. Donc, on obtient bien ce qu'on souhaite. Et si je m'accroche là, donc 616,75, on a bien 616,75. Alors, le problème, c'est que les positions des triangles correspondent aux positions des textes et pas aux positions des points. Ben oui, puisqu'on lit les textes. Donc, face à ça, il y a une petite astuce donc, pour limiter un peu cette problématique qui est de déplacer les textes. Alors, certains auront l'argument tout à fait vrai que ce décalage n'est pas toujours constant, mais bon là il s'agit de faire avec ce qu'on a et de limiter
les erreurs induites à la génération du modèle de terrain. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement... donc je vais annuler la création de ce fichier. Je vais sélectionner tous les textes. Ah oui, non, comme ils sont dans le fichier en référence. Ah si, ça a marché. Donc je sélectionne tous les textes. D'ailleurs, au passage, je peux en profiter pour... oui, je vais garder que ceux qui sont sur le calque topo alt, mais là je ne peux pas parce qu'ils ne sont pas dans le fichier. Donc je vais les recopier donc, en introduisant le décalage. Donc je vais prendre l'origine de ce texte. Alors je vais bien faire attention à faire du texte parce qu'il y avait aussi un masque. Donc voilà, donc là c'est bien l'origine du texte. Voilà, le texte, et je le mets sur l'origine du point côté. Ensuite, donc, je peux désactiver l'affichage. Voilà, donc là je retrouve tous les textes, mais y compris les carroyages, toutes ces entités-là. Donc c'est là où je vais pouvoir dire en fait que tous ceux qui ne sont pas sur le calque topo alt, pardon, je les supprime. Voilà, donc ça me permet de nettoyer, puis tant qu'à faire, je peux nettoyer aussi les points qui n'ont pas lieu d'être, que j'avais déjà repéré lors de la première phase. Il y en a peut-être encore un petit peu par là. Voilà, donc si je veux être sûr de ça, au passage, je peux faire une petite clôture en mode vide découpe. Je supprime le contenu de la clôture, comme ça je suis sûr qu'il n'y a rien en dehors de la clôture et que je n'ai que les points que je souhaite. Et je relance la commande. Voilà, toujours un petit coup d'aperçu. Et on y va. Alors, le problème avec ce genre de MNT, alors je vais enlever les transparences là, parce que c'est un peu limite pour voir les triangles, c'est que les triangles, ils vont rarement être orientés du bon côté. C'est un peu comme la tartine, hein, quand elle tombe rarement du bon côté, elle tombe souvent du côté du beurre. Et là, du coup, on voit bien que, par exemple, ces points... Là, si on demande le profil du bord de route, là, ça va pas être joli parce que les triangles ont été reliés évidemment du mauvais sens. Et on aurait bien aimé avoir une ligne de rupture là. Donc, en fait, le point de base pour pouvoir avoir quelque chose de correct, c'est d'avoir une ligne brisée dont les sommets sont les points du semis, les points des triangles. Ce qui est rarement le cas. Donc là, je vais copier cette ligne dans le fichier pour voir si c'est le cas. Et on voit que c'est rarement le cas. Voilà, ce sont des lignes qui ont été interpolées. C'est un levé qui date d'une époque, qui date des années 80, je pense. Et du coup, c'est pas du tout le problème à l'époque. Donc les lignes ne correspondent pas. Donc ce que je vais faire, c'est en rajouter. C'est pour ça que là, j'ai créé un fichier 2D spécifique dans lequel je vais ajouter ces lignes. Et donc c'est simplement du dessin. Hein. J'ai pas besoin d'avoir des objets civils géométrie. Par contre, je peux les mettre sur un bon calque quand même. Donc je vais avoir un i-route et je vais les mettre en gras et en bleu pour qu'on les voit bien. Ensuite, donc je vais m'accrocher au sommet du texte qui correspondent au point du semis, puisque on s'est assuré de cela, et je vais juste en faire deux, hein, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Ensuite, donc, j'ai mis en référence le modèle numérique de terrain initial qu'on avait, qu'on avait généré par lecture des points 2D.
Et ensuite, maintenant, ce que je vais simplement faire, c'est utiliser les outils de géométrie et les outils en particulier de création de profil, avec comme réglage le fait de s'accrocher au sommet des lignes et de ne projeter donc les objets que à leur sommet. Donc ensuite, je fais une sélection multiple. Donc là, bon, j'en ai 2. Et je lance la commande, création de profil. C'est tout bon. C'est déjà le modèle de terrain actif, sinon. Je le désigne. Donc les lignes sont projetées. Et elles ont maintenant un profil en long. Donc du coup, je pourrais réimporter les points et rajouter les lignes. Mais là, comme c'est juste un exemple, je vais revenir dans le fichier dans lequel j'avais lu les textes 2D. Voilà, pour gagner un peu de temps, j'avais déjà attaché en référence ce fichier ajout ligne. Je sélectionne ces lignes et je vais simplement les ajouter au terrain. Donc en tant que ligne de rupture. Voilà, et automatiquement, alors encore une fois là, ça se voit pas forcément très bien, mais les triangles ont été orientés correctement. Et voilà, donc avec un minimum de travail pour reconstituer ces lignes et en fonction, encore une fois, des données disponibles, on pourra avoir un levé digne de ce nom pour servir de base à notre projet dans OpenRoads. Voilà donc pour les possibilités de génération de terrain, d'objets terrain à partir de données 2D. Maintenant, on fait un bond dans le temps et on va s'intéresser à la création de modèles de terrain à partir de nuages de points et ou de maillages de réalité. Puisque d'ailleurs, on peut générer des maillages de réalité à partir de nuages de points. Donc, quel que soit ce type de données, on va pouvoir utiliser un outil qui est issu de Descartes, mais donc qui est intégré à OpenRoads Designer, de façon à avoir une extraction complètement automatique ou semi-automatisée de la couche terrain, en enlevant donc tout ce qui est superstructure. En sortant, on pourra avoir donc un terrain, un modèle de terrain à échelle variable et un nuage de points classifié. Donc c'est une procédure qui peut être entièrement automatique, mais avoir une fonction automatique qui génère des terrains corrects à partir de tout type de données, quelle que soit l'échelle du levé, son contexte, en race campagne ou en urbain, c'est encore un peu difficile. On va y arriver grâce à l'intelligence artificielle et il y a des services de Bentley au Québec qui travaillent dessus d'ailleurs. Mais en attendant, on va voir qu'on dispose dans OpenRoads Designer d'outils de retouche par profil qui vont permettre de guider l'outil d'extraction de manière à l'aider à savoir ce qui est du sol ou pas, en éliminant les points inutiles. Donc, une petite illustration en vidéo. Alors, donc pour l'extraction du sol, je suis parti d'un exemple d'un maillage à échelle variable qui a été fourni par Alexander Arias de la SPAC, que je remercie encore, et sur lequel donc on va extraire le sol. Donc c'est le relevé qui a été fait par drone, et donc on va utiliser l'outil d'extraction de sol qui fonctionne en 2 temps. Dans un premier temps, on va juste générer, donc je décoche les autres options, des points qui vont servir lors de la deuxième phase à indiquer à OpenRoads où est le sol. Et donc on va générer dans un premier temps comme un semi de point, si on veut. Le paramètre indiqué, c'est la plus petite dimension de la plus grande infrastructure du projet. Et on veut juste générer donc des points prototypes. Donc la durée du calcul dépend de la taille et de
densité des points. Vous voyez que là, c'est assez rapide. Ensuite, donc, il convient de s'assurer que les points ont bien été placés sur le sol et non pas, par exemple, sur ces arbres. Et pour cela, donc, ce que l'on peut faire, c'est utiliser une section. Donc là, j'avais déjà créé une section dans laquelle donc on va pouvoir visualiser les points et venir, s'ils sont mal placés, à ce moment-là, les sélectionner et les supprimer, ou en rajoutant, en recréant simplement des points avec les mêmes attributs, le même niveau en particulier, pour densifier les zones d'intérêt que l'on souhaite préciser à l'outil d'extraction de sol. Donc on passe en revue, voilà, donc là, les arbres, il n'y a pas de. Ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il n'y a pas de points au sommet des arbres, par exemple, ou sur cette superstructure. Donc une fois que l'on a fait cette vérification, on va pouvoir lancer la deuxième phase de calcul, où là donc on va partir des points. On indique donc le niveau sur lequel sont ces points, et là on va générer donc un terrain et un nuage de points classifiés avec pour les terrains des max de triangle 5 mètres et pour la classification du nuage. Et ensuite on lance le calcul. Donc on indique le nom des différents fichiers que l'on va générer. Voilà, donc le nuage de points classifié, et le calcul se lance. Donc on est guidé dans la progression dans le calcul dans la zone d'invite en bas. Et voilà, donc vous voyez que là, le calcul a été assez rapide. Et on obtient donc un nuage de points classifié. Donc j'ai bien activé le style classification et demander l'affichage du fichier en gros. Ensuite, on peut aller dans le contrôle de l'affichage des différents objets pour venir contrôler, donc je vais enlever les points sources. Là, le nuage de points qui a été généré, avec en jaune les points correspondant aux superstructures et en rouge les points du sol. Dans le fichier est affiché également le maillage de terrain à échelle variable. Voilà, donc là, en l'occurrence, je ne veux pas afficher ce modèle de terrain-là, mais plutôt en matière de vérification, puisque c'est quand même ce qui nous intéressait dans le cadre d'un projet Open Roads, afficher le modèle de terrain qui a été généré, extrait à partir du maillage à échelle variable. Voilà, donc là, mes réglages sont un peu... Et voilà, donc voilà en quelques minutes, on peut, à partir d'un relevé par drone ou d'un nuage de points, en obtenir la classification du nuage et l'extraction du sol pour servir de base à vos projets. Voilà, donc ces méthodes-là sont adaptées lorsque l'on a des maillages de réalité ou des nuages de points qui ont été obtenus soit par photogrammétrie, par drone, par lidar, quel que soit leur format. On peut récupérer des formats de raster 3D au format DEM, TIFF, ASC, etc. La nouveauté qui est incluse dans la version 10.8 d'Open Roads Designer, c'est la possibilité donc d'utiliser des services de géocoordination. C'est-à-dire que plutôt que de vous demander d'avoir la donnée à votre disposition, on va rechercher les sources de données disponibles sur Internet directement, donc depuis l'interface d'Open Roads. Donc c'est en fait l'outil pour ceux qui ont déjà utilisé les services de géocoordination. C'est assez simple, hein. On va voir un petit exemple maintenant. Donc on peut maintenant, dans les outils Bentley, générer un maillage de réalité, donc un modèle numérique de terrain à échelle variable à partir d'Internet, simplement des services de géocoordination offerts par Bentley.
Là, nous allons nous intéresser à la ville de Péonne. Donc, on va s'assurer qu'on ait bien un système de coordonnées. Et ensuite, donc, depuis la boîte de dialogue qui nous permet normalement d'ajouter donc soit des données de modèles de terrain, des points, des lignes de rupture, des découpes des masques et des textures, y compris du Bing Map. Là, on n'a même pas besoin d'avoir des données sur notre poste, puisqu'on va aller les rechercher sur Internet. Voilà, donc le joli village de Péonne, dans les Alpes-Maritimes. On désigne donc la surface, la zone d'intérêt, et on demande, on interroge quelles sont les sources de données disponibles à cet endroit-là. Voilà, donc on a trouvé du terrain et de l'imagerie, donc on sélectionne les données pour ensuite venir les télécharger. Donc le téléchargement est prêt, on revient à Descartes, ou dans la plateforme Maquet. J'ai utilisé Descartes, mais ce sera disponible donc dans la prochaine version d'OpenRoads Designer. Et on voit donc le téléchargement. Donc le fichier, ce fichier-là, c'est le fichier de points. Et ensuite, donc, on télécharge les dalles raster dans la même zone. Voilà, donc là, c'est le 4e fichier. Voilà, c'est terminé. Les fichiers sont disponibles sur le disque. On a accès aux informations d'attachement. On fait importer. On a donc un modèle numérique de terrain et des textures qui sont disponibles pour venir générer le fichier modèle de terrain. Donc on le génère. Donc là, ça peut prendre 5 à 10 minutes en fonction de votre PC et de la zone que vous avez demandé. Voilà, donc nous avons un maillage à échelle variable. Le village de Péonne se trouve par là, mais là j'affiche que la moitié parce que j'ai le volume de découpe. Donc voilà le village qui nous intéressait. Et on a accès donc à son environnement sous la forme d'un maillage à échelle variable qui peut être utilisé soit pour des utilisations de rendu, d'image ou d'extraction technique. Et oui, souvent on me dit oui, mais j'aimerais bien importer le terrain de Google. Alors, on a pu à un moment donné importer le modèle de terrain de Google avec une précision relativement confortable. Mais ça fait longtemps, déjà je pense une petite dizaine d'années, que le terrain de Google est limité à 400 triangles, quelle que soit la surface. Donc par acquis de conscience, j'ai téléchargé dans la même zone le modèle de terrain de Google. Et on voit que le pas n'est pas du tout le même que celui du maillage qu'on a téléchargé depuis les services de géocoordination. Donc si j'affiche les triangles aussi pour ce maillage-là, vous voyez un peu la différence de qualité de résolution qu'on peut avoir entre les deux. Donc oui, téléchargé depuis les services de géocoordination. Donc si j'affiche les triangles aussi pour ce maillage-là, vous voyez un peu la différence de qualité de résolution qu'on peut avoir entre les deux. Donc oui, on peut, ça c'est ce que j'ai importé par les outils Google. Donc j'ai utilisé capturer image Google Earth, mais on ne parle pas de la même chose.
les données sont vraiment pas du tout à la même échelle. Donc c'est pour ça que je vous invite fortement à utiliser les services de géocoordination ou à utiliser d'ailleurs le téléchargement d'images satellites qui est possible déjà depuis quelques années dans nos outils. J'avais déjà posté sur le site d'OpenRoads à l'époque, donc c'était Power Civil, la méthodologie pour générer un modèle numérique de terrain à partir de données satellites. Donc il y a ce site, mais je crois qu'il a été remplacé par un autre. Mais la méthode est restée la même. Donc voilà la démarche entièrement expliquée. Et donc, en attendant la version d'OpenRoads qui a le service de géocoordination, vous pouvez déjà générer des modèles de terrain à une échelle relativement large. Je crois que c'est toute l'estuaire de la Loire, il me semble. Je ne me rappelle plus exactement d'où j'avais tiré ces données. Mais enfin voilà, donc grâce au service de géocoordination, maintenant vous n'avez même plus besoin d'aller sur un site particulier. On vient les chercher pour vous. Donc voilà en ce qui concerne différentes méthodes, différentes approches pour créer un modèle de terrain à partir de différentes sources. Et on s'est attaché donc surtout à la quantité d'informations que l'on pouvait importer. Mais la qualité du terrain est aussi importante. C'est pour ça que dans OpenRoads Designer, donc vous avez un mécanisme très simple qui vous permet de modéliser tout ce qui est décapage, purge et terrains spéciaux. Et cet outil, c'est simplement la possibilité d'affecter un modèle une structure exactement comme une structure de chaussée. Et d'ailleurs, on les décrit dans la même bibliothèque de profils en travers type que les profils en travers type routier. Simplement, on décrit une couche d'épaisseur constante que l'on va affecter sur tout le terrain ou sur une portion, de façon à matérialiser, encore une fois, une zone de purge, de rochers, de matériaux impropres, de façon à soit, comme dans l'exemple du rocher qui est affiché, avoir des cubatures différenciées et des entrées en terre différenciées, ou simplement des calculs différenciés selon la couche que l'on a qualifiée par le biais de cette structure. Donc cette procédure est détaillée dans le webinaire sur le calcul des talus et d'entrée en terre que j'ai fait récemment. Donc encore une fois, il suffit d'affecter une structure de chaussée particulière en lui ayant affecté une définition avec un type de volume spécifique. Et donc encore une fois, cette méthode est décrite dans le webinaire sur les calculs de talus. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur l'importation de terrain concernant l'existant. Maintenant, en ce qui concerne le projet, donc en fait les objets terrain servent à représenter des surfaces également pour du projet à l'intérieur d'OpenRoads Designer. Et donc j'ai décrit cette méthode dans un précédent webinaire sur la modélisation non linéaire, où donc on va utiliser les outils de géométrie plan profil en long de façon à décrire un projet par des lignes de rupture et les associer dans un modèle numérique de terrain pour décrire la surface projet. Et une fois qu'on a cette surface projet, on va pouvoir lui affecter des structures de chaussée et des talus de façon à venir compléter la modélisation de ce projet. Sachant que l'intérêt, c'est que OpenRoads ne fait aucune différence donc entre un projet que vous auriez modélisé en corridor et par cette méthode non linéaire. Et donc, pour affecter ces structures à terrain, que ce soit d'ailleurs pour modéliser du décapage ou appliquer une structure de chaussée à un projet, il suffit de cliquer sur l'objet terrain et dans la barre d'outils qui apparaît, de venir chercher l'outil « Appliquer un profil type à une surface » ou faire cette manipulation depuis l'explorer de projet, vous aurez accès aux mêmes outils. Et on voit d'ailleurs que l'on peut également appliquer des profils en travers type linéaire, c'est-à-dire que la bordure
bermes et talus que l'on voit peuvent être appliqués aussi directement sur un terrain, hein, dans le cadre de bassins de rétention, par exemple. Ça sera assez bien adapté. Et donc, ces terrains sont efficacement représentés et modélisés pour du projet. Mais également dans le cadre de projets réalisés à partir du corridor, on peut avoir besoin d'utiliser la surface finie projet de l'objet corridor comme paramètre pour différentes commandes telles que créer un profil en long en récupérant ce modèle de terrain, ou l'utiliser comme surface de référence pour de l'assainissement. Donc, d'une part, la plupart des commandes acceptent un corridor comme surface de référence. Sinon, on peut bien sûr utiliser un filtre graphique, donc en automatisant la sélection des entités 3D issues des corridors qui vont vous servir pour construire votre surface. On va pouvoir aussi utiliser une commande qui s'appelle créer surface alternative de corridor, qui est bien connue pour les gens qui ont travaillé avec la gamme Inroads par le passé, qui permet donc de décrire des surfaces dans le profil en travers type et de venir générer ces surfaces en tant qu'objet terrain par le biais de cette commande créer surface alternative de corridor. Par exemple, si vous avez représenté le fini chaussée ou la rase ou une zone particulière de votre projet. Mais même si vous n'avez pas défini ces surfaces alternatives dans votre corridor, à ce moment-là, vous pourrez utiliser une propriété donc des définitions d'objets de corridor, où donc dans ces définitions d'objets affectés au corridor, on peut demander à générer un maillage pour le haut, c'est-à-dire pour le fini projet, comme pour le bas, donc ce qui correspond à l'arras terrassement, simplement en venant activer cette option pour la définition d'objet appliquée à ce corridor. Donc j'ai pas prévu de démonstration en direct là-dessus, puisqu'on arrive déjà presque à 1 heure et je voudrais laisser un peu de temps pour les questions-réponses. Mais voilà donc les différentes méthodes pour créer des surfaces décrivant du projet à partir des objets modélisés dans OpenRoads. Ensuite, donc en ce qui concerne l'exploitation de ces terrains dans OpenRoads, donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans OpenRoads, tout est soumis à des règles, hein, tous les objets sont dynamiques et ce dynamisme est lié à des règles. Et les terrains ont plus la propriété de conserver leur méthode de fabrication, si l'on peut dire, puisque si vous accédez aux propriétés de n'importe quel modèle de terrain, vous saurez son origine. Donc là, par exemple, je sais que il a été généré par un filtre graphique qui s'appelle chaussée. S'il avait été généré par import d'un fichier, j'aurais le nom de ce fichier et je pourrais le mettre à jour à partir de ce fichier. Donc, on a une certaine intelligence, un lien entre l'objet source et le terrain lui-même. Mais cette possibilité ce lien dynamique avec l'objet source, il est intéressant dans un certain cadre, mais à certains moments donnés, vous pourrez avoir besoin de changer d'avis et de dire mais en fait maintenant j'ai besoin de modifier point à point ce modèle de terrain ou d'inverser des triangles, ou, bref, de l'éditer en tant qu'objet sans lien avec son origine. C'est pour ça que vous avez accès à l'outil de modification, d'édition du modèle de terrain triangle par triangle, ou un peu plus intelligemment que ça, mais disons qu'en prenant l'objet triangle. Et pour ça, donc, il vous faudra supprimer les règles pour autoriser la modification du modèle de terrain par cet outil de modification au modèle de terrain par triangle. Sinon, vous avez un petit message d'erreur en vous disant OK, vous me demandez de supprimer un point, mais je peux pas, ce modèle de terrain, il est régi par une règle. Donc, dans ce cas-là, il faudra supprimer ou désactiver la règle pour vous autoriser à modifier ce terrain par point, par triangle, par ligne, etc.
Donc en termes d'exploitation des terrains dans OpenRoads, ces surfaces nous servent principalement, outre pour la surface de terrain active qui va servir de cible pour le calcul des entrées en terre et le calcul des cubatures. L'objet principal de toutes ces surfaces, c'est de vous permettre de caler des profils en long à partir de ces surfaces. Et pour ça, donc, on a deux outils principaux. L'outil profil rapide depuis surface, avec le petit avion là pour vous dire que c'est une commande très directe, mais qui n'a pas d'option. On a juste le tracé de la surface qui apparaît dans le profil en long et sur lequel on peut s'accrocher pour venir caler votre profil projet. Et vous avez aussi un outil avec un peu plus de contrôle, qui est l'outil profil depuis surface, dans lequel donc on va pouvoir d'une part choisir quels sont les points d'intersection avec la surface que l'on souhaite utiliser, donc soit tous les points, soit les sommets, soit les extrémités, soit le centroïde. Le profil créé, donc on a des possibilités pour ajuster ce profil, donc en prenant soit le minimum, soit le maximum. Et enfin donc les options de drapage, où on va pouvoir donc demander à créer des points à l'intersection avec les triangles ou les lignes de rupture. Donc on a différentes stratégies pour permettre de créer un profil en long à partir d'une surface. Et j'en profite pour rappeler que le profil que vous allez créer à partir de cette surface sera dynamiquement lié à cette surface. C'est-à-dire que si vous avez une mise à jour de la surface, à ce moment-là, la trace calculée par cet outil sera elle aussi mise à jour, et votre profil en long créé à partir de cette surface sera lui aussi mis à jour. Donc on crée des liens entre objets. OpenRoads mémorise la commande en elle-même et non le résultat de la commande, et va se rappeler que vous vouliez être collé sur cette surface. Alors, un des derniers thèmes que je voulais aborder, c'est l'utilisation des modèles de terrain dans OpenRoads dans le module assainissement, avec une nouveauté bienvenue dans la version 10.8, qui est la possibilité d'avoir un découpage automatique des bassins, 10.7 pardon, qui est la possibilité d'avoir un découpage automatique des bassins versants. Donc, quand vous prenez l'outil de placement d'objets et que vous désignez un terrain comme source d'altimétrie pour le placement de ce regard, à ce moment-là, vous avez la possibilité de cocher, donc délimiter bassin versant. L'option de découpage automatique de bassin versant est disponible dans la version 10.7 d'OpenRoads Designer. Là, j'ai choisi la version 10.8 qui intègre donc un outil de rotation automatique par rapport à un axe, et surtout, comme donc dans la 10.7, un outil de découpage automatique du bassin versant. On voit bien que là, le bassin versant commence au nœud et s'arrête au point haut du projet, et facilite donc énormément la création du projet d'assainissement. Un dernier mot avant-dernier sur l'exploitation des terrains dans OpenRoads. Il y a un outil très pratique qui nous permet de créer des assemblages de l'existant et du projet, donc encore une fois de façon dynamique, qui est l'outil créer terrain complexe. Donc dans la colonne de droite, on a la liste des différents colonnes de gauche, pardon. La liste des différents terrains disponibles, et on vient les ajouter. Donc le premier qu'on ajoutera, lui, sera caractérisé comme terrain primaire, et ensuite les surfaces que l'on ajoute, qui seront en général les surfaces projet, on aura deux modes pour les ajouter. Soit on a le mode ajout, qui est un ajout brut des deux surfaces, ou alors le mode fusion, qui sera plus adapté donc pour l'assemblage existant projet, où on ne garde que le deuxième, donc que le terrain fusionné dans les superpositions. Donc c'est-à-dire que si vous prenez comme terrain primaire l'existant et que vous ajoutez en mode fusion les modèles de terrain projet, vous aurez au final une surface donc d'assemblage de l'existant et du projet. Et sachant que, oui, pour être complet, donc il y a un outil de création automatique de frontières projet qui a été rajouté dans la version 10.8 d'OpenRoads Designer, qui est disponible en anglais actuellement et qui va bientôt l'être
en français là d'ici, je pense 10-15 jours. De façon à simplifier donc la création des assemblages et aussi donc pour la création la modélisation des décapages. Enfin, je vous promets, dernière slide concernant ces terrains. Donc là, j'ai récapitulé quelques petites commandes qui peuvent être utiles. Souvent, on va avoir besoin de décaler un terrain en Z. Donc dans les premières versions d'OpenRoads, ce qu'on utilisait, c'était la possibilité de créer un terrain découpé. Donc, on pouvait découper un terrain et à ce moment-là, intégrer un décalage en Z. Donc, on détournait cette commande de création de terrain pour venir faire un décalage en Z. Mais depuis la version 17, donc on a un outil général de transformation des éléments qui va fonctionner sur de la géométrie comme sur du terrain et qui va vous permettre de torturer votre terrain, de le déplacer, de lui appliquer une rotation, de le mettre à l'échelle, bref, de lui affecter, de le corriger si jamais il y avait un problème d'unité ou pour vous permettre de créer une échelle de différents terrains à partir d'une surface donnée. Enfin, en termes d'export des surfaces, pour permettre d'exploiter vos projets dans d'autres logiciels ou de faire du guidage machine, il y a le LandXML qui est très bien adapté à ce genre de traitement. Vous avez aussi de différents rapports que vous pouvez générer à partir de votre terrain et au fur et à mesure donc de la mise à disposition des schémas IFC, je pense que ce format viendra remplacer un peu le format LandXML dans les années à venir. Voilà, mais écoutez, c'était ce que je pensais vous proposer comme sujet de traitement des modèles de terrain dans OpenRoads Designer. Et je vous propose maintenant de passer à la session de questions-réponses. Et donc, j'affiche donc les questions. Alors, monsieur Elmadi de Setting, comment peut-on intégrer des terrains à partir de fichiers AutoCAD 2D ou 3D ? Pour la récupération de données 2D, donc je pense avoir traité ce sujet en début de session. Si vous l'avez loupé à ce moment-là, par le même lien auquel vous avez accédé à ce webinaire, vous pourrez accéder à son enregistrement. Et donc au début du projet, en début du webinaire, là, j'ai illustré donc la récupération de fichiers 2D, que ce soit à partir des attributs, si ce sont des points cotés, des blocs avec attributs d'AutoCAD, donc avec l'altitude en tant qu'attribut, ou en tant que fichier 2D avec du texte, où vous avez juste du texte, et à ce moment-là, on peut lire les codes, enfin, on peut lire les textes pour générer des points 3D. Et si c'est un levé AutoCAD 3D, vous le mettez simplement en référence et par sélection, on pourra venir générer un modèle de terrain à partir de ces données. Alors, et oui, d'autre part, pour ces réponses-là, je fais des réponses en direct oralement, mais je les compléterai par de l'écrit, et vous aurez aussi accès à ces réponses écrites lorsque vous accéderez à ce webinaire à partir de demain d'ailleurs. Comment revoir les webinaires précédents ? Alors oui, c'est un sujet un peu épineux là parce qu'on a changé de plateforme entre les webinaires que j'ai pu faire donc à la rentrée 2019 et ceux qui sont faits actuellement. Donc on a changé de plateforme et on est actuellement dans le processus de migrer les anciens webinaires sur la nouvelle. Et en attente, on est un peu embêté puisque voilà, le support précédent a disparu et
On est en attente de la mise à disposition de ces webinaires sur le nouveau. Donc, vous avez mes excuses de la part de Bentley à ce propos. On fait le maximum pour qu'ils soient à disposition au plus vite. Il y a Eric, donc un ancien collègue. Bonjour Eric. Une idée des tarifs. Alors, je vais me faire taper sur les doigts parce que normalement c'est un commercial qui doit répondre à cette question. Tu le sais bien, mais je crois que c'est autour de 8 000 €, il me semble, de mémoire. Mais justement là, je vous propose d'ailleurs un petit poll là pour savoir si vous souhaitez être contacté par un commercial pour avoir justement une idée un peu plus précise de ces tarifs et des modalités d'acquisition. Alors, ensuite... Alors, Monsieur Madi, là, votre question est un peu particulière. Donc, vous avez créé à partir d'un nuage de .xyz. Pour ce problème particulier, là, je vous invite à communiquer par email votre souci. M'envoyer votre fichier exemple. Et à ce moment-là, on pourra travailler à résoudre ce problème par la suite. Mais là, j'aurais du mal à répondre directement comme ça. Alors, Alexandre, on a la possibilité d'avoir accès aux slides. Disons que les slides sont comprises dans l'enregistrement du webinaire. Maintenant, grâce à ce système Mode 24, dès que j'aurai cliqué sur fin du webinaire, à ce moment-là, celui-ci va être enregistré et avec les diapositives, et vous pourrez revoir ça tranquillement à votre rythme quand vous voulez, d'où vous voulez, avec le même lien que celui qui vous a permis d'accéder à ce webinaire. Et vous pourrez par ailleurs venir accéder à ces enregistrements depuis la page dédiée sur le site Bentley. Donc je vais partager mon écran pour vous montrer ça. Voilà, donc vous devriez voir mon écran. Normalement. Je ne le vois pas sur mon écran de contrôle, mais donc sur l'adresse que je vais copier-coller dans la réponse à tous. Voilà, à cette adresse, vous aurez accès à l'ensemble des... Ah oui, ça y est, c'est arrivé. Je vois que... Donc, vous voyez que vous avez accès au webinaire, en particulier celui sur OpenSite, le module dédié VRD. Donc, sur cette page, ceux qui ont une date et qui sont marqués webinaire live, ce sont ceux à venir, ou en cours d'ailleurs. Et... quand il y a marqué Webinar on Demand, il vous suffit de cliquer sur ce lien et vous aurez accès directement à l'enregistrement complet et aux questions, mises à jour, etc. Donc j'espère avoir répondu à vos questions. Alors, quel est le degré de précision des données générées à partir de GeoCoordinate? Ce sont des levées satellites. Donc, je vais essayer d'avoir une réponse un peu plus précise que celle que je vais vous donner là directement. Mais de mémoire, donc grosso modo, c'est un pas de 25 à 30 mètres. Et la précision altimétrique doit être, je sais pas, d'un mètre à peu près comme ça. Donc c'est vraiment, ce sont des données à grande échelle pour vous permettre de démarrer un projet quand vous n'avez strictement rien, ou de faire un avant-projet. Mais caler un projet sur ce genre de données, faut
Ça me fait peur. C'est comme j'ai souvent des prospects ou des clients qui me demandent si on peut récupérer le terrain de Google. Oui, on peut, mais ce sont des données à grosse échelle. Donc c'est adapté pour, encore une fois, faire un avant-projet et avoir une idée de la faisabilité du profil en long. Maintenant, calculer des cubatures là-dessus, moi je parierais pas mon salaire dessus. Mais encore une fois, je ferai une réponse écrite plus précise d'ici demain. Lilian, je trouve des cartes dans ORD. C'est dans le... Alors ça, du coup, comme je partage mon écran, je peux montrer ça en direct. C'est dans modélisation de réalité. Dans modélisation de réalité, on retrouve tous les workflows d'extraction, de section, et en particulier d'extraction de sol. C'est en particulier celle que j'avais montrée tout à l'heure. Alors au niveau de la mise à disposition, pour l'instant on peut des webinaires, hein, parce que là donc il y a encore une question donc de Dillon ou de non sur la mise à disposition des webinaires. A priori c'est que par internet, mais je vais reposer la question en interne, savoir si on peut en extraire une vidéo. Alors, encore une question concernant le service de géocoordination. Donc, il est mis à jour quotidiennement. Alors non, s'il n'est pas mis à jour quotidiennement, on se sert de bases de données disponibles sur Internet. Mais je vais poser la question en interne, pour savoir si on a la possibilité de connaître la date de génération des données et avoir une idée de leur fréquence de mise à jour. Est-ce qu'elles sont libres de droit? Oui, tout à fait. Oui, Bentley paye un abonnement et donc du coup, vous avez accès à ces données, vous pouvez les utiliser dans le cadre de vos projets. Oui, Sylvain, donc oui, tout à fait, je confirme. Il faut enlever les règles qui peuvent pour pouvoir éditer une triangulation par triangle. Donc on peut pas faire les deux. Soit le terrain est lié aux modifications que vous allez faire dynamiquement, soit il est lié à son mode de création, mais ça peut pas être les deux. Hein, c'est l'un ou l'autre. Il peut pas être lié dynamiquement à deux sources différentes. Donc soit vous avez la possibilité de le modifier dynamiquement, triangle par triangle, de déplacer des points, etc. Et dans ce cas-là, il est plus lié à sa méthode de création source. Donc, une question de Nathalie Vigneault. Oui, tout à fait. Donc c'est à partir de ce lien que je vous ai copié-collé où vous aurez accès à tous les autres webinaires. Oui. Ultimement, c'est ce qui devrait être le cas. Et apparemment, vous avez des problèmes de son. Je suis désolé, j'espère que sur l'enregistrement, la qualité sera meilleure. Il y a peut-être des soucis de Internet.
Donc une autre question de Mohamed Akam de Novec. Est-ce qu'on peut extraire un modèle de terrain à partir d'images TIFF? Oui, tout à fait, oui. Si ce sont donc les TIFF 3D que l'on peut récupérer depuis les sites de la NASA, on peut tout à fait extraire ces modèles des terrains depuis ces données-là. Et donc encore une fois, la méthode de création pas. Voilà. Donc la procédure pour générer un terrain à partir de TIFF est décrite dans cet article du blog de la communauté OpenRoads que je vous invite fortement à vous inscrire et je vous y inviterai d'ailleurs. Copier-coller de l'adresse pour que vous puissiez récupérer cette information. Alors, Lilian Douetté, la géocoordination est valable dans tous les pays. Oui, tout à fait. Alors la couverture est peut-être pas au sujet des mises à jour. Effectivement, la couverture est peut-être pas mise à jour et la précision est peut-être pas homogène partout, mais à ma connaissance, on a une couverture mondiale. Voilà une dernière question que je m'étais posée. Quand sera disponible la version d'OpenRoads avec les services de téléchargement? Elle sera disponible donc en français, allez, je vais dire au maximum, je vais pas prendre trop de risques d'ici un mois. J'ai reçu la dernière version de la traduction à corriger là, et ensuite il y a des processus de création du build. Donc a priori dans les semaines qui viennent. Voilà, écoutez, je crois avoir répondu à toutes les questions. Il me reste à vous remercier de votre présence. C'est super, hein, on a une bonne idée de la francophonie. Là, on a des gens d'un peu partout. Je vous remercie donc encore une fois de votre présence. Donc, ce webinaire sera disponible par le lien que je vous ai copié-collé et également par le lien qui vous a permis de visualiser ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire, le 10 mars, même heure, même endroit. Encore merci de votre présence et à très bientôt.